toi. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonsoir, bienvenue à tous, bonsoir, bonjour pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Étienne. Alors, dans toute forme de débat, Étienne, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Tout va très bien. Tout va très bien. C'est vraiment un immense plaisir de te recevoir, Étienne. Je vais raconter la petite histoire pour vous, chers spectateurs de Juste Milieu. Vous vous en rappelez peut-être lors d'un des derniers lives qu'il y a eu, un des derniers Juste Milieu show. Je vous avais proposé de participer à ce format débat qui n'est bien évidemment pas ouvert qu'aux personnes qui passent déjà à la téloche ou autre. C'est ouvert à tout le monde et à vous, chers spectateurs de Juste Milieu, si vous avez envie de raconter votre métier, votre vécu par rapport à la période qu'on traverse ou quoi que ce soit, le micro est ouvert. Et Étienne a été un des premiers à saisir l'opportunité, le premier officiellement. Donc, un immense merci à toi, Étienne. Tu es assistant de service social dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On va parler de ce sujet-là extrêmement intéressant avec toi tout au long de ce débat aujourd'hui. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours et ce qui t'a mené aujourd'hui à ce métier-là? Alors, faut savoir que moi, c'est une reconversion en fait, mais quelques mots sur mon parcours. Moi, à la base, j'ai fait une fac d'histoire et j'ai surtout fait une formation de libraire et j'ai été libraire. C'était vraiment le métier vers lequel je me suis destiné. J'ai été libraire pendant 2 ans et demi et je me voyais pas vraiment faire autre chose. Et puis un jour, la librairie a fermé et puis il s'avère qu'aujourd'hui, des livres. C'est vrai, pas les grandes enseignes que je ne citerai pas, il y en a plus beaucoup et donc j'ai dû choisir autre chose. Donc je me suis un petit peu, j'ai cherché, je me suis posé des questions, aussi par intérêt, mais aussi par besoin financier parce qu'à un moment faut bosser. J'ai été assistant d'éducation, d'abord pendant 1 an dans un collège, et ensuite pendant 2 ans dans un lycée professionnel. Surtout en lycée avec les ados plus grands, c'est une expérience qui m'a bien plu et je me suis aperçu en fait qu'on faisait du social en étant totalement incompétent et sans savoir faire du social. Donc on essayait de faire de notre mieux et en fait on faisait n'importe quoi. Et donc j'ai décidé de me former dans le social et je suis rentré dans ce qu'on appelle un IRTS, un Institut Régional du Travail Social, pour me former pendant 3 ans au diplôme d'État d'assistant de service social. Et donc pendant ces 3 ans, on a des stages. Moi, j'ai fait des stages en éducation nationale, en polyvalence de secteur. Donc la polyvalence de secteur, c'est ce que le grand public appelle l'image d'Épinal de l'assistante sociale, quoi, qui intervient sur un secteur géographique et qui intervient avec tout type de public. J'ai fait mon stage long en dernière année auprès d'un public particulier parce que c'était au sein d'une maison d'arrêt. Et donc là, je travaille maintenant pour une association dans laquelle il y a un pôle asile et intégration. Et bon, on va en parler après, mais notamment sur un dispositif qui s'appelle le CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Voilà, en gros, mon parcours. D'accord. Et bien effectivement, on va beaucoup parler de ton activité actuelle parce que c'est un sujet central et l'actualité de ces derniers jours, en plus, vient renforcer notre échange. On est le 17 août au moment où on enregistre cette vidéo. Et donc, pour commencer en préambule, est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler du quotidien et de tes missions au quotidien dans ce centre d'accueil auprès des demandeurs d'asile? Alors, nous, on est travailleurs sociaux. Ce qu'il faut préciser avant d'expliquer la mission, c'est que on est une grosse douzaine de travailleurs sociaux sur le pôle asile et intégration et sur le dispositif CADA et UDA. Mais bon, on va dire CADA en gros pour faire plus simple, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On a tous les mêmes missions, même si on a des diplômes différents. C'est-à-dire que moi, je suis diplômé assistant de service social, mais j'ai des collègues moniteurs éducateurs, j'ai des collègues éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, conseillers en éducation sociale et familiale. Enfin, voilà. Il y a en économie sociale et familiale, pardon. Voilà. Et on fait tous le même métier qui est travailleur social. Donc nos missions, c'est l'accompagnement des personnes dans la procédure de demande d'asile, qui est longue,
qui est complexe, qui est déjà complexe pour nous, donc j'imagine pour les personnes qui demandent l'asile. Donc accompagner à cette procédure, mais aussi accompagner de l'accès aux droits, de l'accès aux soins. À partir de tant de temps sur le territoire ou à tel moment de la procédure, on peut demander tel droit. L'accès aux soins, c'est très important aussi. C'est une grosse partie de notre travail avec les demandeurs d'asile, même si on s'imagine pas forcément au départ, mais c'est un gros boulot. Et puis l'accès aussi au quotidien. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent qui n'ont jamais vécu dans un appartement en colocation, donc apprendre à vivre dans un appartement, à tenir un appartement propre, à peu près rangé, à vivre avec d'autres qui sont pas forcément de notre nationalité, pas forcément de notre culture, pas forcément de notre langue. Comment on fait quand on est 4 hommes ou 4 femmes qui venons de pays différents, depuis des moments différents aussi, qui sont pas forcément arrivés sur le territoire au même moment. Comment on fait pour que ces personnes-là vivent ensemble et que ça se passe, en tout cas, le mieux possible. Donc voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. À la fois, ça peut être du social pur et dur, et puis en même temps, on peut aussi avoir une personne qu'on accompagne qui nous appelle parce qu'il y a une fuite d'eau. Donc c'est très varié. Alors évidemment, je vais pas réparer la fuite de moi-même, hein, je suis pas plombier, mais c'est très varié. On fait jamais la même chose, et c'est ça aussi que j'aime bien. Et donc voilà, des missions tellement diverses. Après, peut-être que les personnes qui nous écoutent pourront comprendre par la suite quand je donnerai quelques exemples dans ce qu'on va se dire après. Mais voilà, des missions très variées comme ça, en gros, pour faire simple. Et effectivement, on va y venir hein, dans les détails. Mais je me permets de te poser une question effectivement un peu toute simple, mais je pense que je suis pas le seul à être un peu perdu entre tous les termes. Comment aujourd'hui, enfin, en tout cas, déjà, est-ce qu'il existe une différence entre un demandeur d'asile, un réfugié, un migrant, tous ces mots qu'on voit de partout dans les médias? Quelle réalité se cache derrière ces différents termes? Est-ce qu'il y a des statuts différents? Est-ce que toi, précisément, tu t'occupes des demandeurs d'asile et pas des réfugiés, par exemple? Comment se classifient ces différents termes? Alors, c'est vrai qu'on entend un petit peu de tout et n'importe quoi dans les médias. On peut comprendre que le grand public qui ne soit pas forcément en contact quotidien avec la population des migrants s'y perde. Alors, un migrant, pour faire un petit peu du petit Larousse, un migrant, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui part d'un endroit pour aller vers un autre endroit. C'est-à-dire quelqu'un qui habite à Paris et qui déménage pour aller vivre à Marseille, c'est un migrant. Donc, un migrant, ça veut tout et rien dire. On dit migrant dans les médias, en fait, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est pas nul, mais le terme migrant est très générique. C'est ça que je veux dire. Voilà. Un demandeur d'asile, donc c'est quelqu'un qui est arrivé sur le territoire français. Là, on va parler de la France. Hein, moi, c'est ce que je connais. Je vais pas aller parler de la migration ailleurs. Quelqu'un qui arrive sur le territoire français, à partir du moment où il a déposé une demande d'asile, ce qu'ils font tous en arrivant, forcément, la personne est demandeuse d'asile. Donc, elle a le droit de rester sur le territoire français. C'est un droit. Le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Ça prend, on va dire, maintenant, les délais sont ralentis. On va dire entre 3 à 4 mois et 4 à 5 ans. Ça dépend. Un réfugié, c'est une personne qui a obtenu gain de cause dans sa demande d'asile. Donc, soit qui a le statut de réfugié, donc c'est une carte de résident pour 10 ans, soit la protection subsidiaire, donc ça c'est une subtilité, on pourrait y revenir après également, là c'est 4 ans. Et par opposition aux réfugiés, il y a des personnes qui sont déboutées, c'est-à-dire qui ont épuisé toutes les instances pour demander l'asile et qui ne peuvent plus rien faire, à part une régularisation gracieuse, mais c'est très rare. Mais voilà, donc en fait, l'opposition du réfugié, c'est le débouté. L'opposition du réfugié, contrairement à ce que disent les médias, c'est pas le français, c'est le débouté. Voilà, la nuance, elle est là. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Effectivement, toutes ces précisions, parce que comme on le disait au début de ce débat, c'est un sujet clé qui effectivement est dans les échanges, dans les discussions depuis des dizaines d'années maintenant. À l'approche des élections, forcément, le sujet va revenir au centre du jeu. Mais c'est extrêmement intéressant d'avoir ton regard, ton recul sur toi qui fréquente cette réalité-là au quotidien. Et justement, ce parcours, tu as commencé à nous en parler aujourd'hui. Comment se passe le parcours d'un demandeur d'asile en France? Alors déjà, a priori, en amont, j'imagine qu'il y a des différences s'il vient par exemple d'un pays en guerre ou s'il vient d'un pays qui n'est pas du tout en guerre, par exemple. Dès ce moment-là, comment ça se passe? Et ensuite, une fois arrivé en France, quelles sont les différentes procédures qui peuvent l'amener à obtenir ce statut de demandeur d'asile puis de réfugié? Alors, il n'y a pas de différence
quelle que soit la provenance des gens, il n'y a pas de différence. Simplement, la première différence qu'il y a, c'est est-ce qu'une personne qui arrive en France et qui n'est pas de nationalité française, est-ce qu'elle demande l'asile ou non? C'est-à-dire qu'il y a les demandeurs d'asile et il y a les autres. Dans les autres, je mets les personnes qui viennent pour travailler, les personnes qui viennent en tant que conjoints de Français ou de Françaises, les personnes qui viennent avec un visa étudiant, les personnes qui viennent avec un visa touriste, les personnes qui viennent avec un visa visite familiale longue durée, les personnes qui viennent avec un visa regroupement familial. Tout ça, toutes ces personnes ne demandent pas l'asile. Elles ne sont pas demandeuses d'asile. Ensuite, il y a les demandeurs d'asile. Toute personne de nationalité étrangère peut demander l'asile en France. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de New York ou du Canada peut demander l'asile, même si ça n'a aucune chance d'aboutir, évidemment. Mais voilà, tout le monde peut demander l'asile en France. Donc, après, c'est à peu près la même chose pour tout le monde, sauf qu'il y a 3 possibilités. Alors là, je peux t'expliquer, Rémi, mais ça va être un petit peu technique, donc je vais essayer de la faire simple. Alors, quand une personne arrive en France, là pour l'instant, c'est ce qu'on va dire le tronc commun. Ok. Elle doit se présenter dans quelque chose qu'on appelle la PADA. Notez bien chez vous. Hein. La PADA, plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc ça, il y en a une par département. C'est souvent des associations qui les tiennent. Je pense à la Croix-Rouge, par exemple. Donc, la personne doit se rendre sur cette plateforme d'accueil des demandeurs d'asile qui va simplement donner un rendez-vous dans ce qu'on appelle, étape suivante, le GUDA, guichet unique des demandeurs d'asile. Il y en a un par département et ce guichet unique des demandeurs d'asile, il se situe à la préfecture du département. Donc la personne a rendez-vous au GUDA et c'est à ce moment-là qu'on lui remet le dossier de demande d'asile qu'elle va devoir remplir avec tout un tas d'informations. C'est très complet. Il y a, ça va jusqu'au l'identité précise des parents. On leur demande tous les documents qu'ils peuvent fournir, s'ils ont des passeports, s'ils ont des papiers, des actes de naissance, tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils n'ont pas tout, ça dépend. Bon. Et on leur demande aussi, dans ce dossier, de mettre ce qu'on appelle le récit de vie, obligatoirement en français. C'est très important. Une fois que ce dossier est fait, il faut l'envoyer à l'OFPRA, Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, qui va recevoir le dossier et qui va convoquer la personne. Entre-temps, à la préfecture, donc au GUDA, il y a un relevé d'empreinte digitale qui va être comparé à un fichier qui s'appelle le fichier Eurodac, simplement pour vérifier que la personne n'a pas déjà eu ses empreintes qui ont été relevées dans un autre pays de l'Union européenne. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et voilà, en gros, pour le premier tronc. Ensuite, si jamais les empreintes n'ont jamais été prises dans un autre pays de l'Union européenne, la personne peut demander l'asile de manière assez classique. Si les empreintes ont déjà été prises dans un autre pays de l'Union européenne, la personne va être en procédure Dublin. Dublin, le nom de la ville, c'est là où ont été pris les accords de Dublin. Alors, je vais commencer par Dublin, c'est le plus complexe. Donc, si la personne a déjà eu ses empreintes qui ont été prises dans un autre pays, souvent c'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est souvent ces pays-là, la France doit faire une demande au premier pays, est-ce que vous acceptez de reprendre la responsabilité de la demande d'asile de monsieur Untel? S'il y a une réponse négative ou en l'absence de réponse de ce pays dans les 6 mois, c'est à la France qui revient la responsabilité de la demande d'asile. Donc, ça veut dire que là, la personne attend. Si le pays dit oui, on prend la responsabilité, la personne va être assignée à résidence en France, donc devra aller signer toutes les semaines au commissariat. Et à un moment, quand la préfecture le décide, la personne sera conduite en centre de rétention pour être ensuite conduite vers le pays dans lequel elle a posé ses empreintes. Ça se passe comme ça. Ça, c'est la procédure Dublin. Ensuite, la procédure classique se sépare en 2 procédures. La procédure normale. La personne reçoit son attestation de demande d'asile. Comme en Dublin, on a une attestation de demande d'asile. Quoi qu'il arrive, on a une attestation de demande d'asile qui donne droit à rester en France et qui équivaut à un document d'identité.
Donc, il faut envoyer le dossier OFPRA et là, on a le droit à un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. En gros, c'est la même chose, c'est le financement qui diffère, mais on ne va pas se prendre la tête avec ça. C'est la même chose. Et on a le droit à l'allocation pour demandeurs d'asile à hauteur de 6,74 €, quelque chose comme ça par jour, ce qui revient à 204 € par mois les jours à 30 jours et 210 € par mois les jours à 31 jours. Voilà. Donc ça, c'est la procédure normale. La chose, c'est que la procédure normale, l'OFPRA a 6 mois pour enregistrer et convoquer la personne. Ensuite, il y a la procédure accélérée. L'OFPRA a, je crois que c'est 4 mois pour convoquer la personne. Je dis je crois parce que j'en suis pas sûr, parce que de toute façon, les délais sont jamais respectés. Ouais. Donc, au final, nous, on s'occupe même pas de ça dans notre travail, quoi. Parce que les délais sont pas respectés. On sait juste que la procédure accélérée, ça peut aller plus vite. Et la procédure accélérée, en fait, c'est ceux qui viennent de pays sûrs. Donc, les pays sûrs, c'est une liste qui est émise par l'OFPRA, qui est remise à jour régulièrement. Là, la dernière mise à jour, c'était en 2015. Il y a 14 ou 15 pays sûrs. Par exemple, il y a l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire, il doit y avoir le Sénégal, il y a l'Égypte, il y a l'Albanie, il y a le Kosovo, il y a la Géorgie. J'en suis à 9 là. Il y a l'Inde. Enfin voilà, il y a 14 ou 15 pays sûrs. Donc là, c'est en procédure accélérée. Procédure accélérée, c'est les personnes qui ont été en situation Dublin, qui n'ont pas été réclamées par le pays d'origine et qui du coup passent dans la procédure accélérée en France. Et dernier cas pour les procédures accélérées, c'est les personnes où il y a eu un souci. Par exemple, il y a eu un souci sur l'identité, il y a eu un doute, où il y a eu une suspicion de falsification ou de changement d'identité. Là, ça passe en accéléré. Aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup moins de chances d'obtenir l'asile en procédure accélérée. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, ensuite, toutes ces personnes qui demandent l'asile, elles sont orientées vers des structures, vers des CADA, des associations qui vont être chargées de les héberger et de les prendre en charge dans leur accompagnement sur la procédure de demande d'asile. Elles se verront attribuer l'aide aux demandeurs d'asile qui est versée par l'OFII, l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Donc, il y a deux choses, l'OFPRA et l'OFII. C'est vraiment deux choses différentes. L'OFII, c'est intégration et, en gros, ils donnent les sous et c'est eux qui orientent. Telle personne, on va l'orienter dans telle ville, dans telle structure, telle autre personne, etc. Souvent, c'est pour désengorger la région parisienne aussi. À une époque, c'était pour désengorger Calais. L'OFPRA, c'est vraiment ceux qui contrôlent. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont décider, qui vont convoquer la personne pour décider si cette personne a le droit à être réfugiée en France ou non. Voilà. Je pense que pour l'instant, je peux m'arrêter là. Je pense que je vais continuer après. Mais voilà, en gros, comment ça se passe, le début de la demande d'asile. C'est extrêmement intéressant, mais quand même, ça me fait naître une question, une réflexion. C'est qu'on est dans un millefeuille administratif à la française. C'est que c'est quand même extrêmement compliqué. Et ce que j'ai expliqué, c'est pas fini. Et en plus, voilà, j'imagine, c'est même pas fini. Non, mais c'est déjà extrêmement compliqué. Et heureusement que tu l'expliques bien et clairement. Mais pour quelqu'un qui parle pas notre langue, qui a pas notre culture, qui comprend rien à ce qui se passe autour parce qu'il ne parle pas la langue, est-ce que ce millefeuille administratif qui est quand même assez incompréhensible n'empêche pas à la fois la bonne gestion des gens qui arrivent et à la fois la bonne intégration aussi? C'est que est-ce qu'il n'y a pas un risque de gens qui passent entre les mailles du filet et qui ratent certaines étapes ou qui, à un moment donné, sortent du circuit parce que c'est impossible, quoi. Enfin, sincèrement, je suis même impressionné d'à quel point c'est complexe pour quelqu'un qui ne parle même pas notre langue. Alors, en fait, dans ta question, il y a 3 questions. C'est comment eux, ils comprennent ça, comment gérer la procédure et l'intégration. Alors, comment eux, ils comprennent ça? Paradoxalement, ils comprennent pas très bien au début, mais ils comprennent l'essentiel assez vite. Parce qu'ils arrivent assez souvent sur le territoire à retrouver des compatriotes, des personnes qui sont plus avancées qu'eux dans la procédure. Et ça, c'est pas forcément un problème. Nous, les personnes, quand elles arrivent chez nous, tout le chemin de la procédure, elles le connaissent. Hein. Grosso modo, elles ne connaissent pas les petits détails, les petites subtilités de la loi que j'expliquerai pas là ou ici parce que sinon on s'en sort pas. Mais grosso modo, le truc, elles le connaissent. Ensuite, l'accompagnement dans la procédure, est-ce qu'il y a des loupés? J'ai envie de dire non, parce que de toute façon, l'OFPRA, il les oublie pas, quoi. Ils sont convoqués.
Ils sont convoqués. Donc Lyon, non, il n'y a pas des loupés. Et nous, notre travail, ensuite, c'est de les préparer pour tous ces entretiens qu'ils ont. Enfin, à l'OFPRA, il n'y en a qu'un, mais ensuite, il y en a d'autres. Et puis, au niveau de l'intégration, il y a un vrai problème. C'est qu'à la fois, on peut se dire, c'est compliqué d'intégrer des gens qui, peut-être, seront déboutés du droit d'asile et qui n'auront finalement pas vocation à rester sur le territoire français. En même temps, vu que la procédure peut prendre des années, on ne peut pas se dire on les laisse là dans leur culture, on ne leur parle pas de la culture française, et parce qu'après, si jamais la demande d'asile est acceptée, on n'est pas malin, on va encore dire c'est de notre faute, on ne fait pas ce qu'il faut pour intégrer les gens. Donc, effectivement, on fait tout ce qu'on peut pour les intégrer, quelle que soit l'issue. Même s'il y a évidemment des personnes où on se dit là, l'issue sera positive, là, l'issue peut être négative, mais on n'est jamais certain de rien parce que parfois on est surpris aussi. Donc, effectivement, on essaye d'intégrer les personnes au maximum. Chez nous, une personne qui arrive, on lui propose tout de suite d'intégrer les cours de français. Si le français n'est pas sa langue maternelle, parce qu'il y a des personnes qui viennent de pays où on parle français. Mais voilà. Après, la question de l'intégration et comment eux s'y retrouvent aussi. Moi, j'ai des collègues qui me disent tout le temps, Étienne, arrête de les materner, ils ont traversé la moitié de la Terre à pied, ils vont savoir s'en sortir pour trouver 3 arrêts de bus. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Et c'est, je sais pas si je réponds bien à la question, mais moi, je suis toujours impressionné de voir des personnes qui parfois ne parlent pas la langue et qui parfois ne parlent même pas anglais. Parce que quand la personne parle anglais, ça va, mais quand la personne ne parle ni français ni anglais, c'est très compliqué. Qui ne connaissent pas la ville, qui sont en France depuis quelques semaines, qui ont des ressources exceptionnelles pour trouver tel endroit, tel médecin, je suis toujours impressionné de voir les ressources que peuvent avoir les gens. Après, au niveau de l'intégration, il y a aussi, c'est pour ça que je n'aime pas le terme de communautarisme au sens péjoratif dont il est parfois évoqué dans les médias. Je trouve que pour des personnes de nationalité étrangère qui arrivent, je pense que la communauté est très importante. Parce que justement, quelqu'un qui arrive d'Afghanistan, d'Érythrée, du Soudan, de Syrie, qui ne parle pas le français, je pense que c'est très important de rencontrer des compatriotes pour justement, de retrouver cette culture, cette langue, pour, grâce à ça, réussir aussi, grâce à ses compatriotes, à mieux connaître la France et à mieux s'intégrer en France, aussi grâce à travailleurs sociaux et aux rencontres qu'ils vont faire en France. Et je pense que la communauté est importante. C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de communautarisme qui n'est pas forcément négative, à partir du moment où elle n'agit pas de manière négative sur le reste de la société. Oui, puis c'est un phénomène qu'on retrouve, par exemple, quand des étudiants d'université, d'écoles de commerce ou autres partent à l'étranger. Souvent, le premier réflexe, c'est de retrouver les Français qui sont déjà sur place. Ça, c'est une logique de communauté qui est absolument pas propre à un pays ou à un autre. Donc, c'est tout à fait ce que tu dis. Mais tu nous offres une magnifique transition sur l'autre volet de notre échange, l'aspect plus politique, plus médiatique de cette question-là des demandeurs d'asile. Comment, alors, là encore, question en 2 volets. Comment toi, tu le vis en sachant qu'au quotidien, tu fréquentes ces gens-là avec tous les malheurs qu'ils ont pu traverser, tout le vécu que ces gens-là ont, et à la fois, de manière plus large, le récit médiatique qui en est fait, où on va très souvent grossir le trait, à tort ou à raison, parler par exemple de l'immigration comme d'un vecteur de terrorisme. Comment t'arrives toi à rester lucide face à ce que tu vis au quotidien et face au récit médiatique qui, j'imagine, doit être éloigné, peut-être parfois dans le vrai, mais qui doit quand même globalement rester assez éloigné, j'imagine. Alors, si tu me permets, je vais répondre en premier à la deuxième partie de ta question. Je trouve que à chaque fois que j'entends parler de près ou de loin dans les médias de l'immigration, de la migration, des demandeurs d'asile, des réfugiés, 90% des fois, dans les médias, quel que soit le média, j'entends une connerie. Que les choses soient claires. Par rapport à ce que moi je vois au quotidien. Je pense que les médias soit ne font pas les démarches pour essayer de connaître un petit peu la réalité, soit connaissent la réalité, mais ça les arrange de faire semblant de ne pas savoir. Mais je pense que tout n'est que raccourci. Un exemple tout bête, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, le prêtre qui s'est fait assassiner près de Nantes.
Tout de suite, un prêtre s'est fait assassiner. C'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est par un sans-papier en situation irrégulière rwandais. Moi, personnellement, je m'en fous que ce mec-là soit rwandais. Après, est-ce que la France devait, tout le monde, il y a une levée de bouclier. Qu'est-ce que ce mec-là faisait en France? Pourquoi il n'est pas reparti dans son pays? Parce qu'il avait une plainte contre lui, parce qu'il était, il était présumé responsable de l'incendie de la cathédrale de Nantes. Oui, bah en France, quand on enfreint la loi en France, ça c'est la loi, on doit être jugé en France. Donc en fait, aucune loi a été enfreinte sur ce coup-là. Juste que malheureusement, le mec a récidivé. Mais je pense qu'au niveau de la récidive des étrangers, on est quand même beaucoup plus bas que la récidive des Français. Après, j'ai pas de chiffres là comme ça à vous donner. Mais voilà, à chaque fois que j'entends quelque chose dans les médias, j'ai l'impression que c'est une bêtise. J'entendais il n'y a pas très longtemps des politiques qui souhaitent se présenter à la présidentielle, que je ne citerai pas, qui disaient la même chose. Il ne faut pas donner le statut de réfugié aux personnes qui sont arrivées en France illégalement. Elles n'y connaissent rien en fait. Parce que si on donne le statut de réfugié à des gens, c'est justement parce qu'ils sont arrivés illégalement en France. Parce que s'ils arrivaient légalement, on n'aurait pas besoin de leur donner le statut de réfugié. C'est ce que je disais au début. Ils auraient le statut d'étudiant, de travailleur, de conjoint de français, etc. Si justement on donne le statut de réfugié, c'est parce qu'ils sont arrivés illégalement. Vous imaginez aujourd'hui un Afghan qui va gentiment voir le gouvernement afghan, qui n'existe pour ainsi dire plus, ou les talibans, en disant « Hey, salut les gars, j'ai peur de vous, vous m'autorisez à aller en France ?» Enfin, à un moment, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Parce qu'une personne qui demande l'asile, c'est une personne qui est menacée dans son pays. Donc voilà, j'entends quand même dans les médias beaucoup de belles conneries. Et du coup, ça me permet d'arriver sur la première partie de ta question, par rapport à ce que je vois au quotidien et tout ce que ces gens traversent. Déjà, la première chose, quand j'entends ouais, qu'est-ce qui viennent vulgairement, hein, tous ces gens qui disent qu'est-ce qu'ils viennent chez nous, ils viennent piquer le boulot des Français, etc., etc. Déjà, faut savoir qu'un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Sauf une petite exception qui est un détail dans la loi, mais ça arrive pratiquement jamais. Mais sinon, un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Donc, il faut se rassurer, les demandeurs d'asile ne peuvent pas piquer le boulot des Français. Ensuite, la deuxième chose, c'est que déjà, migrer, partir, quitter son pays, sa famille, ses amis, son village ou sa ville, sa culture, et je dirais sa langue, parce que pour moi, la langue, c'est quelque chose de très, très important dans la culture. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Pour moi, il y a deux choses essentielles dans la culture d'une personne, c'est la langue et la nourriture. Moi, je le vois au quotidien à quel point la nourriture aussi, c'est très important. La langue et la nourriture, c'est vraiment deux choses qui, pour moi, sont les deux piliers de la culture d'une personne. Il y a d'autres choses, évidemment. Mais quitter tout ça, c'est forcément une souffrance. Et on ne quitte pas sa maison, son chez-soi, la terre qui nous a vu grandir, par gaieté de cœur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec le rêve américain, le rêve européen. Quelqu'un qui vit dans un pays où ça va à peu près bien, mais pour aller encore mieux, je vais venir en France ou je vais venir en Europe. C'est pas vrai. Ça, c'est une énorme connerie. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Je n'ai jamais rencontré ce genre de personne et je n'y crois pas un seul instant. Moi, les personnes que je rencontre, c'est des personnes qui viennent, qui se retrouvent en Afrique, au milieu du désert. Il y a par exemple une ville au Niger qui s'appelle Agadez, qui est une des plateformes de ça, où ils arrivent via les passeurs et c'est parti en camion jusqu'en Libye. Quand on demande, mais quand vous êtes parti d'Agadez, vous saviez que vous alliez être torturé en Libye? Vous saviez que vous alliez être emprisonné? Vous saviez que vous alliez être des esclaves, voire des esclaves sexuels? Vous saviez que vous allez traverser dans la Méditerranée sur des petits bateaux pour 15 alors que vous êtes 90 et qu'il y a 90% de chances que vous y restiez? À chaque fois, la réponse est oui. Oui, on le savait. Mais c'était tellement la merde chez nous que, alors pour des raisons X ou Y, hein, j'ai été menacé de viol, j'étais menacé de mort, ma fille était menacée d'excision, on n'avait plus rien à manger. Y a plein de raisons. Hein. Mais oui, on le savait. Et je pense que quand on est prêt, parce que maintenant, même les Syriens, maintenant, ils passent par la Libye depuis que la Turquie, ils ont construit leur mur. Là. Donc, je pense que quand on est prêt à prendre ce genre de risque, on ne vient pas par confort. Et aussi,
quand je le vois de l'intérieur, quand on a une personne qui est déboutée, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, il y a la convocation OFPRA, donc je reviens un petit peu en arrière, donc devant un officier de protection de l'OFPRA, ministère de l'Intérieur, quand la personne a un rejet, on appelle ça un rejet. Ensuite, elle fait appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Là, c'est la justice. Donc, c'est des juges d'instruction. Procédure simple, 3 juges. Procédure accélérée, 1 juge. Et là aussi, la différence, ça joue. Donc là, CNDA, pour le coup, il y a un avocat, c'est la justice. Et donc là, quand il y a un rejet de la CNDA, on appelle ça être débouté. Et là, c'est fini. Il n'y a plus de recours. Donc, une personne qui a traversé tout ça, qui a tout laissé derrière elle, qui de toute façon, si elle retourne dans son pays, elle est menacée de mort. Ou c'est sûr, elle meurt. Elle est tuée. Enfin, j'imagine pas quelqu'un qui vient de Syrie, qui vient à Alep, les gens qui retournent chez eux. Les gens qui retournent chez eux, allez en vacances 15 jours à Alep. Vous allez voir. Mais donc, ces gens qui sont déboutés, nous, effectivement, nous, on essaye de tout faire pour essayer de trouver une solution auprès de la préfecture pour voir ce qu'on peut faire, pour les maintenir. Parce qu'au-delà de la souffrance du parcours migratoire qui a été long, des mois, parfois des années, parfois traverser la moitié de la Terre, enfin la moitié, 8 ou 9 000 km à pied, au-delà de cette souffrance-là, des risques et de ce que les personnes ont subi sur le voyage, il y a aussi, au bout de 3, 4, 5 ans en France, toute l'intégration en France qui s'est faite. Ils se sont fait des amis, ils ont rencontré des gens de la même nationalité qu'eux ou d'autres nationalités ou des Français. Ils ont créé des liens, ils ont appris à vivre en France, ils ont appris la langue. Donc, c'est des gens qui parfois sont partis de chez eux depuis 6, 7 ans. Ou même très jeunes, des gens qui sont partis de chez eux à 12, 13, 14 ans, qui ont aujourd'hui 20, 22 ans. Et aujourd'hui, 25 ans, on va leur dire, bah non, vous rentrez chez eux. Et on va leur donner un bout de papier. Et avec ce bout de papier-là, c'est écrit, vous rentrez chez vous. On dit toujours en France, les obligations de quitter le territoire ne sont pas appliquées. Mais j'ai envie de dire, c'est inapplicable. Ces personnes-là, vous les mettez dans un avion, un an après, ils reviennent. C'est inapplicable. C'est impossible, évidemment. Tout ce parcours, toute cette souffrance, tout ce qu'ils ont enduré. Parce que toute cette souffrance, c'est pas pour dire, OK, d'accord, j'ai pris des risques inconsidérés. Et finalement, vous me dites que finalement, ces risques que j'ai pris, il fallait peut-être pas les prendre parce que je suis pas en tant en danger que ça dans mon pays. Donc, OK, vous avez raison, je retourne chez moi. C'est injouable. C'est évidemment que c'est une hypocrisie et c'est une violence extrême de l'État français, même si j'aime pas trop l'État français, ça rappelle des temps un peu bizarres, mais de l'État français envers ces gens-là, on leur dit, ouais, ben en fait, mon petit gars, finalement, on te croit pas. Allez, ciao. Ouais. C'est d'une violence exceptionnelle. On reviendra sur cet aspect effectivement de la gestion de la situation et peut-être des solutions qu'on peut envisager, mais on ne peut pas faire l'économie quand même d'une question et je suis sûr que beaucoup de spectateurs ont ça à l'esprit. Que réponds-tu à l'argument de dire que même si c'est une infime minorité, l'immigration favorise l'arrivée de terroristes sur notre sol et qu'il y a eu quelques cas qui sont comme je le disais, vraiment minimes par rapport à tous ceux qui arrivent, qui s'intègrent et pour qui ça se passe très bien. Mais on l'avait vu notamment aux attentats du Bataclan, on avait vu le parcours d'un Salah Abdeslam. Que peut-on répondre? Est-ce que les moyens sont en place sur le terrain pour réussir justement à filtrer les dangers potentiels, même si, ben oui, il peut arriver que parfois il y ait des loupés, ce qui a été le cas aussi en Allemagne. Que réponds-tu, toi, à cet argument-là, qui est quand même, je pense, une question que beaucoup de gens se posent? Alors, simplement, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, 80% des attentats commis en France ont été commis par des Français. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, il faudrait vérifier, mais c'est à peu près ça. Et après, je suis pas très fan de chiffres. Je trouve que, en tout cas, moi, je suis pas mathématicien, je suis travailleur social et je ne travaille pas avec des chiffres. Les gens sont pas des chiffres. Les gens, ils ont un prénom, ils ont un nom pour moi. Après, alors Salah Abdeslam, c'est un Belge qui est né en Belgique. Il est juste parti en Syrie et il est revenu par la voie de l'immigration, certes. Et c'est pas quelqu'un qui a grandi en Syrie ou en Irak, en Syrie. Enfin bref, lui il est né en Belgique. Moi, les arguments que je vais avoir sont des arguments qui sont plutôt humains, c'est-à-dire que sans avoir de chiffres, je ne pense pas qu'il y ait plus de délinquance chez les étrangers que chez les Français. Loin de là. Tout simplement parce que surtout aujourd'hui, il y a notamment en France dans les quartiers, sans jeter la pierre sur les parents ou quoi que ce soit, parce que ça doit être très difficile aujourd'hui d'élever un enfant dans un quartier difficile. Vraiment,
Je pense que personnellement, j'en serais pas capable. Mais il y a aujourd'hui une vraie difficulté chez les Français et il y a aussi chez certains jeunes une notion d'impunité parce que tout ce qu'on fait au début quand on est ado, il se passe rien. Quand on devient adulte, il se passe un peu moins rien, mais voilà. Et finalement, je pense que la délinquance chez les Français, elle est là. Chez les personnes étrangères, il n'y a pas de raison que les étrangers soient plus intelligents que les Français, comme il n'y a pas de raison que les étrangers soient plus bêtes que les Français. Je pense que quand j'entends des gens qui disent « Ah oui, mais attends, il ne parle pas français, comment on va faire pour ouvrir un compte en banque ?» Oui, ben, c'est pas parce qu'il n'est pas français qu'il peut pas comprendre, il n'est pas plus con que les autres, enfin, à un moment. Donc, eh ben, c'est pareil pour la délinquance. Je pense pas qu'il y ait plus de délinquance chez les étrangers. Et j'ai même envie de dire, je suis certain que les étrangers ont subi tellement d'épreuves et ont tellement peur de ne pas obtenir l'asile que c'est les premiers à ne pas bouger une oreille pour être sûr de ne pas avoir de problème. Parce que quelqu'un qui demande l'asile et, j'ai n'importe quoi, qui se fait choper parce qu'il a volé un vélo, c'est fini. C'est mort. Sur le moindre petit truc, donc c'est fini. Donc les personnes qui demandent d'asile, justement, c'est vraiment les personnes qui bougent pas une oreille. Sauf effectivement des personnes qui ont des problèmes psy. Et on arrive sur le deuxième volet parce que des personnes qui arrivent et qui ont des problèmes psychiatriques, il y en a énormément. C'est ce que les psychiatres appellent le trauma de l'exil. Et des personnes qui arrivent avec du trauma de l'exil, il y en a énormément. Alors, c'est pas forcément des problèmes psychiatriques, la personne est complètement folle, hein, même s'il y en a qui ont ce genre de soucis. C'est aussi des personnes qui ont des tremblements, des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Voilà, c'est ça aussi des problèmes psychiatriques. Mais voilà. Et c'est vrai que dans les problèmes psychiatriques, il peut y avoir des gens qui vont commettre des horreurs. Mais il peut y avoir aussi des Français qui ont des problèmes psychiatriques. Et je ne pense pas que les étrangers soient plus délinquants que les Français. Bien au contraire. Bien au contraire. Par contre, je pense que les personnes qui ont un parcours d'exil important peuvent présenter des soucis psychiatriques. Et là, c'est à nous, la France, d'avoir la responsabilité de prendre ces personnes en charge. Alors, d'abord, pour leur bien-être à elles, mais en même temps, pour que la société aille bien. Et justement, on arrive au volet des solutions. Alors, j'imagine que c'est une question difficile parce que des gens travaillent sur cette question-là depuis des dizaines d'années. Donc, on n'aura pas les solutions ce soir. Mais concrètement, si on vulgarise un petit peu le débat, entre fermer les frontières à double tour et ouvrir pour tout le monde, quel est le juste milieu? C'est bien trouvé. Hein. Quel est, à ton avis, le point d'équilibre qu'on peut trouver, à la fois politiquement et socialement, et je pense à l'argument, par exemple, d'un Michel Onfray, qui est intéressant, qui est entendable, accueillir les gens, mais réussir à les accueillir dignement. Et donc, de fait, devoir, à un moment donné, fermer la porte à d'autres parce qu'on n'arrive pas, justement, à accueillir dignement et humainement ceux qui sont déjà sur le territoire. Comment, toi, tu vois les solutions envisageables? Alors, je pense que déjà, fermer les frontières, c'est impossible. Tu peux fermer toutes les frontières que tu veux, tu pourras pas mettre un garde-côte ou un garde-barrière, un garde-frontière, je sais pas quoi, tous les 10 mètres, c'est injouable. Il y aura toujours des gens qui passeront. Donc de toute façon, ça sert à rien. Il y aura toujours des gens qui arriveront même en avion, même si c'est pas la majorité. Je pense que 80-90% ils n'arrivent pas en avion. Mais fermer les frontières, c'est de toute façon impossible à réaliser. Donc les partis politiques qui prônent ce genre d'argument, de toute façon, j'ai envie de leur dire, les gars, vous pouvez dire ça tant que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. L'immigration et l'émigration, c'est quelque chose qui existe depuis que le monde est monde. Hein. Par exemple, en France, les premières vagues d'émigration, donc les départs et pas les arrivées, c'était sous l'Ancien Régime, les Français qu'on envoyait, qui étaient des indigents, qui vivaient dans la rue, et qu'on envoyait plus ou moins de force, mais en gros, on leur donnait de l'argent, on leur disait, t'as intérêt de partir aux Antilles pour travailler dans les champs aux Antilles, à qui on promettait des très belles filles, etc., et qui on disait, tu vas revenir dans 3 ans, puis qu'en fait, ils revenaient jamais, et qui devenaient un petit peu des esclaves blancs. C'était ça, les premières vagues d'émigration, etc. Donc, tout ce qui est migration en général, ça a toujours existé et ça existera toujours. Pour moi, après, simplement, accueillir tout le monde, oui, mais accueillir, mais dans des conditions dignes. Encore aujourd'hui, est-ce qu'on accueille dans des conditions dignes? La réponse est non. La réponse est non. Moi, quand j'accueille une personne où elle vient de faire sa demande d'asile, elle a été accueillie, tout ça, et qu'elle arrive chez nous, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'elle est en France, elle parle pas français, elle parle pas anglais, et que je l'accueille dans un appartement
il y a déjà 3 autres personnes, il n'y en a pas une personne qui parle sa langue, je lui annonce qu'elle va devoir, un monsieur, parce que les appartements sont jamais mixtes, ce monsieur va devoir partager sa chambre avec une autre personne qui ne connaît pas, qui ne parle pas sa langue. C'est une chambre qui fait 6 mètres carrés. J'ai dit, par contre, je te préviens, mais dans la cuisine, c'est bourré de cafards. Bah ouais, moi j'ai honte de l'accueillir comme ça. Et donc non, clairement, on n'accueille pas bien les personnes. On n'accueille pas bien les personnes. Après, c'est toujours la même chose. Moi, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ce monsieur-là, je l'accueille dans des conditions déplorables. J'arrive dans l'appartement avec lui, je lui fais visiter l'appartement. Je suis pas bien moi-même parce que je me dis, c'est pas possible. Lui, ce soir, il va dormir là. Moi, je vais retourner dans mon appartement où tout se passe bien. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le laisse à la rue. De toute façon, j'ai pas le droit de le laisser à la rue. Il y a l'OFI qui me l'a orienté. Je suis obligé de l'accueillir déjà. Et qu'est-ce qui est le mieux? Donc, de toute façon, comment on accueille? Moi, je suis assez d'accord avec Michel Onfray en disant, il faut accueillir les personnes dignement. Évidemment, sur le papier, il a raison. Il a raison, je suis complètement d'accord avec lui. Après, en plus, c'est un mec que j'aime bien, Michel Onfray. Et j'aimerais bien lui dire, bah, viens passer une semaine, tu verras. Parce que, en fait, étant donné que les gens arrivent et qu'on n'a pas le choix, et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas fermer les frontières, au bout d'un moment, où on les met? On ne peut pas les laisser dans la rue. Donc, en gros, on fait ce qu'on peut. Et il y a en France une loi qui s'appelle la loi DALO, le droit opposable au logement, où chaque personne a droit à un logement. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, l'État français est hors la loi. Ne serait-ce que pour les SDF, hein, pas forcément pour les demandeurs d'asile. Hein. L'État français est hors la loi par rapport au logement. Ça fait à peu près 20 ou 30 ans que tous les présidents dans leur campagne ont dit « Moi, président, c'est pas pour reprendre Hollande, mais ils l'ont tous dit. Quand je serai élu, il n'y aura plus de SDF dans la rue. » Ils l'ont tous dit. On a vu le résultat. Donc, voilà. Donc, ça fait 25 ans, ou même plus, hein, que l'État français est hors la loi. Donc voilà. Après, est-ce qu'on accueille? Oui, non, mais comment on accueille? Est-ce qu'on accueille, mais on accueille mal parce qu'on n'a pas le choix? Ou est-ce qu'on n'accueille pas parce qu'on va mal accueillir? Mais est-ce que la personne est mieux en France, dans un appart où il y a un peu de cafard dans la cuisine, ou chez elle, où elle risque de se prendre une balle dans la tête à tout moment? Voilà. Toutes ces questions sont des questions où j'ai pas de réponse. Au-delà d'être des questions éthiques, c'est aussi des questions philosophiques. Donc, j'ai pas forcément de réponse à ça. Au bout d'un moment, après, il faudrait peut-être demander à des sociologues et à des philosophes. Moi, ce que je te dis, c'est je suis sur le terrain. On me dit, voilà, dans tel jour, à telle heure, il y a monsieur un tel qui arrive au train, il faut l'accueillir parce que vous avez une place. Bon, ben voilà, les places sont chiffrées. Hein. Nous, on a 186 places. Vous en avez 4 de libres. Bon, ben, la semaine prochaine, vous accueillez 4 personnes. Enfin, ça fonctionne comme ça. Hein. Et après, c'est à nous de nous débrouiller avec les appartements, etc. Parce que nous, en fait, on n'a pas c'est pas un foyer. On n'a que des appartements à droite à gauche. Et donc voilà. Donc c'est à nous de nous débrouiller. Et donc moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que effectivement, on essaye d'avoir des apparts les plus décents possibles, les plus vivables possibles. C'est sûr qu'on préfère accueillir les gens dans des beaux apparts que dans des taudis, c'est sûr. Mais tous les appartements ne se valent pas. Et on fait ce qu'on peut et tout le monde bricole avec des bouts de ficelle. Est-ce qu'on peut pas avoir 50 € ici pour rajouter une télé? Parce que c'est vrai qu'en plus, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, il faut reconnaître que des fois, la journée, ils se font chier. Et quand ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'ils sont en coloc, là aussi, ça peut faire remonter des troubles psy. Parce que quand on fait rien avec des gens qu'on connaît pas pendant 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, ça peut rendre fou. Est-ce qu'on peut pas gratter à l'association 100 € ici pour ou même 500 € pour faire venir une entreprise de nettoyage quand il y a des cafards? Et ben des fois on nous dit non, c'est trop cher. Alors souvent on nous dit oui, mais voilà, parce que tout a un coût, quoi. Donc le nerf de la guerre de toute façon c'est l'argent. La demande d'asile, le financeur numéro 1 à 90%, 80, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est très élevé. Le financeur c'est l'État. Parce que la demande d'asile, c'est national. On parle de dispositif national d'accueil, le DNA. Et je rebondis juste sur ce que tu dis. Pourquoi ils n'ont pas le droit de travailler? C'est légal ou est-ce qu'on pourrait envisager, je ne sais pas, justement, la possibilité pour eux de travailler pour soutenir l'association, par exemple, faire une sorte de travail, pas bénévole, mais engranger des actions qui permettraient de rapporter des revenus? C'est vraiment interdit sur le plan légal ou c'est un usage? Non, c'est vraiment interdit. C'est la loi. C'est la loi. C'est interdit. Ils ont le droit de faire du bénévolat. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas le droit de travailler. Sauf un demandeur d'asile uniquement en procédure normale, je crois.
a le droit de travailler s'il n'a pas été convoqué par l'OFPRA dans les 6 mois. Mais il a le droit de travailler en tant que salarié et il faut qu'il fasse au préalable une demande d'autorisation de travail à la préfecture avec une promesse d'embauche de l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être auto-entrepreneur et travailler chez Uber Eats, par exemple. Donc, ça réduit quand même énormément. Et en fait, ça demande énormément de démarches pour éventuellement travailler pendant 2 mois avant la convocation OFPRA, quoi. Donc, finalement, j'ai envie de dire, c'est beaucoup d'emmerde pour pas beaucoup d'argent. Donc, de toute façon, tout est fait. Je vais être vulgaire, mais c'est vrai, moi je le vois au quotidien. Tout est fait, toutes les lois en France, et de plus en plus, sont faites pour emmerder les étrangers, clairement. Tout. T'as senti un durcissement politique, quel que soit le parti, ou sous François Hollande, par exemple, il y a peut-être eu des modifications de loi, ou pas nécessairement? Sous Hollande, j'étais pas du tout travailleur social. Donc je n'ai pas trop d'éléments de comparaison là-dessus. Bon, sous Macron, il y a eu cette volonté d'augmenter les applications des obligations de quitter le territoire français, des reconduites à la frontière. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr qu'ils puissent faire grand-chose là-dessus. Très honnêtement, je pense que quel que soit le parti, les reconduites à la frontière, bon, sauf si l'extrême droite, oui, peut-être que là, ils vont vraiment appliquer. Mais je pense que les autres partis, je pense que c'est surtout une question de volonté et qu'ils ont autre chose à faire, quoi, hein, clairement. Surtout là, actuellement, En Marche et Macron, je pense que leur seule volonté, c'est d'arrêter de se prendre des claques à chaque élection et d'essayer de pouvoir essayer de présenter soit Macron, soit un autre candidat décent pour faire un score pas trop indécent aux prochaines présidentielles. Donc, je pense qu'ils ont autre chose à foutre en ce moment. Mais après, ouais, non, je pense que de base, les lois sont faites pour, par exemple, un exemple tout bête, quelqu'un qui arrive en France, quelle que soit la raison, hein, demandeur d'asile, réfugié ou travailleur ou étudiant, n'importe quoi, pour un regroupement familial, par exemple, une personne qui arrive en France pour travailler, donc elle a son contrat de travail, CDI, elle vient j'ai n'importe quoi, du Maroc ou de Russie, de Chine, je sais pas, elle vient, elle travaille. Pour faire une demande de regroupement familial, donc par exemple faire venir ses enfants, il faut attendre 18 mois de présence sur le sol français. Je trouve que c'est juste scandaleux. 18 mois, 1 an et demi. Donc la personne vient travailler en France, par exemple, elle ne verra pas ses enfants pendant les prochains 18 mois et après elle pourra faire la demande de regroupement familial. Enfin, sauf si elle fait un aller-retour en vacances au pays, mais voilà. Voilà, ce genre de petites lois qui sont un petit peu... moi, je trouve ça assez abject. Je trouve que c'est même limite inhumain. Je trouve que c'est faire une différence dans la condition humaine entre la personne française et la personne étrangère, tout simplement. C'est raciste, en fait. Oui, après, là encore, le débat se pose parce que c'est vrai que il y a ce grand débat politique depuis 40 ans et c'est l'argument principal de l'extrême droite, entre autres, et depuis de la droite d'ailleurs, c'est aussi cette question de préférence nationale. Alors, c'est un terme qui fait peur et que peu de partis osent utiliser de peur de se prendre des gifles et des revers électoraux, mais là encore, difficile de faire l'économie de cet argument-là. On voit la question du statut, l'être français aujourd'hui, c'est difficile déjà au sein même de l'Union européenne. Par exemple, l'agriculteur français est moins favorisé que l'agriculteur espagnol sur le plan économique, alors qu'ils font partie de la même zone économique. Et quand on rajoute ce problème-là, avec en plus tout l'emballage médiatique qui est fait, ou comme on le disait tout à l'heure, hein, les médias qui en font des caisses, qui retiennent que ce qu'ils veulent et qui souvent disent des conneries, comme tu nous l'expliquais, c'est vrai que il y a quand même cette question-là. On comprend qu'effectivement, une personne qui arrive de l'étranger, qui a un travail, qui a une condition, qui a un statut, attendre autant de temps avant de revoir sa famille, c'est effectivement, c'est tout à fait scandaleux. Maintenant, je pense là encore me faire le relais de beaucoup de spectateurs qui se disent oui, mais l'être français, c'est aussi ça. C'est aussi sur notre sol être favorisé, ce qui peut s'entendre pour beaucoup de nos citoyens, je pense. Alors, ceux qui se disent ça, je peux les rassurer.
les Français sont largement favorisés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, l'étranger ne sera jamais favorisé. Notamment, je trouve qu'au niveau de la santé, c'est assez prégnant. Ça. Au niveau de l'accès à la santé, c'est assez compliqué. Le français sera toujours favorisé. Là, il y a vraiment, les lois sont faites comme ça. Il y a aucun problème. Et la première partie de ta question, c'était quoi? Je sais plus déjà. L'aspect politique, en fait, de tout ça. Oui, et, voilà. et voilà. Ouais. Et donc, en fait, alors moi, là, je réponds à tes questions en tant que travailleur social. De ce que je vois sur le terrain, j'ai effectivement un avis politique qui n'est pas loin de ce que je raconte là. Mais là, pour le coup, là, ce soir, en tout cas, j'ai pas les arguments, j'ai pas travaillé les chiffres, les arguments pour avoir ça comme ça. Moi, c'est plus un témoignage de ce que je vois sur le terrain, comment ça se passe. Je veux dire, imagine-toi des gens que tu connais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, ça y est, demain, tu sais que tu as reçu le courrier parce qu'ils reçoivent le courrier au CADA. Tu lis le courrier, tu regardes, bon, bah là, il va falloir leur annoncer que ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, maintenant on se connaît bien, vous êtes intégrés, vous parlez français, c'est cool, vous connaissez bien la culture française. Et ben là, maintenant, allez, ça y est, direction Iran, direction Albanie, direction Géorgie. Alors, je connais pas l'Albanie, mais je pense pas que c'est un pays où j'aimerais vivre, quoi. Ouais. C'est voilà. C'est ça aussi. Moi, voilà, il est là mon témoignage. Il est là cette réalité du terrain. C'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières, hein, parce qu'il y a des gens. Je suis désolé. Chez les demandeurs d'asile, il y a aussi des gens qui sont chiants, qui sont imbuvables, et qui sont pénibles, qui sont pas du tout attachants. Bah, il y a des cons partout. Hein. Il y a des cons chez les Français, chez les étrangers, chez les travailleurs sociaux, chez tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Évidemment, évidemment. Mais pas que, et le quotidien, et il est fait de choses pas terribles quand même des fois. Après, il y a des moments géniaux. Quand on annonce à des gens, à une famille que ça y est, ils ont le statut de réfugié, ça c'est un moment génial. On est toujours invité à manger, on arrive à 8, il y a à bouffer pour 40, enfin, c'est toujours des super moments. Mais il y a aussi des moments qui sont un petit peu plus chauds quand même. Donc voilà. Après, ouais, c'est un témoignage de terrain qui vaut ce qu'il vaut. Qui vaut ce qu'il vaut. Je pense que l'avantage que j'ai aussi, c'est que ça fait pas très longtemps que je suis là-dedans. Donc, j'ai peut-être un peu moins d'expérience, vraiment moins d'expérience, mais justement, j'ai un regard neuf. Peut-être que quand je regarderai la vidéo dans quelques années, je me dirai, oh là là, la catastrophe. Mais voilà. Non, mais c'est un témoignage extrêmement précieux et justement, je veux absolument te remercier, Étienne, parce que là, tu nous offres un éclairage qu'on n'a pas, qu'on a jamais, en fait, ou presque jamais dans les médias qui pourtant parlent de ce sujet-là extrêmement souvent. Et j'avais à cœur, j'étais vraiment heureux quand tu m'as écrit par mail à me dire voilà ce que tu faisais et que tu étais prêt à venir parler et raconter ce que tu vis. Moi, je te remercie vraiment parce que c'est intéressant, quelles que soient les opinions de chacun. Et parmi les spectateurs qui nous regardent, il y a forcément des gens qui seront d'accord, qui ne seront pas d'accord. Mais en tout cas, tu es venu mouiller le maillot, nous expliquer tout ça. Et comme tu le dis, c'est un témoignage. Il y a pas de parti pris. Tu racontes ce que tu vis et ça, c'est extrêmement précieux. Alors, rien que pour ça, un immense merci. Et comme le veut la tradition, je te laisse le mot de la fin pour ce débat sur Juste Milieu. Eh ben, merci à toi. Simplement, effectivement, la différence entre les médias et la réalité, ben justement, la différence, c'est la réalité. Et je pense que, vu que les médias, le peu qu'ils en disent, c'est n'importe quoi, il faut venir sur le terrain, même voir même des petites associations, aller discuter. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, tu travailles avec des demandeurs d'asile, mais ça va, c'est pas trop dur, mais je vois pas pourquoi les étrangers, ce serait plus dur que les Français. » Enfin, c'est des gens comme toi et moi, on s'en fout. Il y a juste des fois la barrière de la langue, mais c'est pas grave, on arrive toujours à se débrouiller. Mais voilà, et donc c'est surtout, je pense que aujourd'hui, notamment ce qui gangrène le monde politique, notamment politique au sens large, hein, politique avec un grand P, c'est la peur. Et j'ai envie de dire aux gens, arrêtez d'avoir peur, quoi. Quelqu'un qui vient d'Afghanistan, quelqu'un qui vient de Syrie, quelqu'un qui vient du Soudan, il n'y a aucune raison qu'il te fasse peur. C'est quelqu'un comme toi et moi. Et moi, j'en viens à avoir beaucoup moins peur d'un étranger que d'un Français, des fois. Parce que justement, je sais qu'un étranger, je vais réussir à l'accrocher par mon métier. Mais donc voilà. Le mot de la fin, ça serait ça. Plutôt que de croire tout et n'importe quoi, allez voir. Et puis surtout, les gens qui travaillent sur le terrain, comme moi ou comme d'autres, il y en a plein, quand ils vous parlent de leur métier, souvent c'est des gens qui sont passionnés. On travaille pas avec les demandeurs d'asile par hasard.
Hein. On ne travaille pas avec les demandeurs d'asile comme on pourrait faire de la comptabilité. Donc vraiment, c'est vraiment un métier de passionné. Et souvent, on remarque qu'on a assez peu d'arguments parce qu'on est beaucoup dans l'émotion. C'est comme quand on dit « Ah oui, mais là, oh là là, je suis triste parce que telle personne, il a pas l'asile. » Et on nous répond avec des arguments. « Oui, mais c'est la loi, machin. » Oui, mais on ne répond pas à une émotion avec un argument. Et ça, je pense que c'est la grande leçon à retenir quand on travaille avec les demandeurs d'asile. On ne répond pas à une émotion avec un argument. Et même ceux qui nous regardent, quand quelqu'un vous dit je suis triste et que vous lui répondez bah faut pas, je trouve que c'est la plus grosse connerie à faire. Voilà. Oui. Mais bon, c'est cool aussi hein, comme boulot. Merci à toi en tout cas Rémi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super sympa. Merci avec grand plaisir. Avec grand plaisir et vraiment bravo à toi d'avoir accepté de participer à ce moment-là et c'est vraiment un plaisir, chers spectateurs, ainsi comme Étienne, vous voulez raconter votre métier, votre vécu, votre opinion politique, le micro juste milieu est ouvert, c'est extrêmement important. On n'est pas comme à la télé là à recevoir que des gens qui passent tous les jours à la télé, bien au contraire. Tout le monde a son mot à dire et c'est ça qui est intéressant. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est le but de Juste Milieu. Et avec Étienne, on a un exemple formidable. Voilà. Au-delà des convictions politiques, au-delà des convictions personnelles, on a du réel, un témoignage extrêmement intéressant. On en pense qu'on en veut, mais il est là. Et ça fait plaisir. Étienne, encore un immense merci. Vraiment, merci à toi. Merci à toi. Chers spectateurs, nous on va se retrouver, vous le savez, ne manquez pas les nouvelles vidéos à venir Juste Milieu, il y en a à l'appel. N'oubliez pas également de vous abonner, ça c'est pas mal, il faut le dire, sinon on n'y arrivera jamais. En attendant, je vous salue bien bas, prenez soin de vous. Étienne, encore merci, à très bientôt.